Nous n'avons plus le choix, nous qui sommes ici, que de relire ce que c'est que l'histoire du Québec. Pourquoi on est indifférent? Les donneurs d'opinion sont très nombreux quand on vous en parle. On dit chez nous, même c'est un dicton qui n'appartient pas à nous. On dit quand vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage. On nous encense quand ça fait leur affaire, mais quand on dit des choses, mais je l'ai dit en boutade en plus, ça. Dans des situations de malheur, on se retrouve après, ensemble. Pourquoi on mange ensemble quand on se retrouve? C'est pour un peu décompresser. Quand j'ai pris ma retraite, quand on m'a dit que, au regard de votre contrat, etc., on ne peut pas vous garder plus que ça, je suis sorti, donc fini les contrats, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler. Il y a mille et une façons de travailler. Ce n'est pas travailler uniquement pour avoir de l'argent, c'est nécessaire pour vivre. Il ne faut pas être... L'islamophobie, elle est toujours là. La preuve, c'est que s'il n'y avait pas d'islamophobie, la société ne perdrait pas 6 personnalités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir M. Boufeldia Ben Abdallah. C'est un Québécois d'origine algérienne qui est au Québec depuis déjà 50 ans. Il est cofondateur du Centre culturel islamique de Québec, cofondateur d'Unité Québec. Il a été candidat aux élections 2021, bien sûr, les dernières élections ici à Québec avec l'équipe Savard. Et ce que nous devons retenir de lui, c'est que l'histoire de sa vie tourne autour de la défense. La défense pour la justice, la défense pour les droits de l'homme et aussi, surtout, la défense du vivre ensemble. Il est un fervent promoteur du vivre ensemble à Québec. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui, nous allons parler bien sûr de son parcours. On va parler de sa retraite. On va aussi parler des enjeux des communautés culturelles ici à Québec et on n'hésitera pas à faire un point sur ce qui blesse et ce qui dérange. Bonjour, M. Boufeldia. C'est un plaisir, Florent, d'être ton invité. Merci. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ça fait quand même un moment, nous essayons d'avoir un peu de votre temps, mais vous êtes quelqu'un de très occupé. Merci donc d'être là. Merci. M. Boufeldia, nous savons que ça fait déjà une 50aine d'années que vous êtes à Québec et beaucoup de personnes aimeraient en savoir plus sur vous. Qu'est-ce qu'il faut rajouter à ce que je viens de dire? Juste ajouter que j'étais jeune comme tout le monde. On passe par la jeunesse. Si on est vieux, c'est qu'on est passé par la jeunesse. Je suis arrivé dans la belle époque de mai 68. Donc je suis arrivé ici en 69 exactement. Mais dans la lancée de ce qu'on a discuté dans nos pays, qui est mai 68, les jeunes se mettent d'accord pour sortir, rencontrer d'autres jeunes pour changer le monde. Et vraiment, c'était notre intention en Algérie, à Tlemcen. Donc moi, je viens de Tlemcen, là. C'est une ville à l'ouest complètement. Et on était une vingtaine d'amis. On a dit, tiens, il va falloir qu'on y aille. On a discuté. Chacun a dit, moi je vais dans tel pays. Parce que l'appel qui était parti de Paris appelait les jeunes à sortir et aller rencontrer d'autres pour se mettre d'accord sur comment changer le monde. C'était pas utopique, c'était un beau cri d'une jeunesse. Elle n'était pas insouciante, mais elle avait un idéal. Alors je suis sorti comme ça. Et moi, c'était pour venir dans un pays, il faut avoir une raison quelconque, financière, études, etc. Sinon, on ne peut pas voyager sans rien. Moi, c'était le Canada qui m'avait permis d'avoir une bourse. Et je suis venu ici pour tenter de changer le monde. Je me suis rendu compte que le Canada était déjà quasiment le quart du monde. Alors, mon humilité a reçu un coup. Mais ça ne m'a pas empêché de travailler dans ce sens, toujours, dans cette perspective de bien faire et d'aimer les gens et de pousser les gens à s'entraimer et ça, faire pour un monde magnifique. Vous avez rencontré des difficultés. Comment ça s'est passé votre intégration? Elle s'est passée magnifiquement. Hein. Les difficultés qui ont commencé n'ont pas commencé dans les années 70 ni dans les années 80. C'est à la fin des années 90 que réellement la situation a périclité quand il y a eu tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, tout ce qui est passé
dans ces contrées, les guerres Iran-Irak, la guerre du Golfe, Saddam, et ensuite ça a périclité. À l'origine de tout ça, c'était la guerre israélo-palestinienne, la Palestine, etc. Là, on a senti que ça commençait à fracturer, et surtout que les médias se mettant dans le coup pour montrer les grands titres, on était pris à partie parce qu'on nous disait « Ah, vous êtes musulmans, donc vous êtes de cette partie du monde qui est toujours en guerre, et vous êtes en train d'importer la guerre ici. » Moi-même, j'ai été traité de plusieurs reprises. Quand il y a eu le kidnapping du diplomate britannique ici, puis la mort de M. Pierre Laporte, on nous a taxé que les FLKistes étaient formés par le FLN en Algérie. Donc, qu'est-ce que vous faites ici chez nous? Donc, cet amalgame est parti, et c'est un amalgame extrêmement dangereux, très difficile à supporter. Donc, on était toujours là pour montrer patte blanche que nous sommes ici, nous souhaitons vivre ici tranquillement, et que nous n'avons rien à voir avec ce qui se passe ailleurs politiquement. Et politiquement, c'est très, très difficile. Et dans ça, on était quand même très décidés. Je n'étais pas le seul, il y avait mes frères africains du sud du Sahara, normalement le Togo, Côte d'Ivoire, etc. Puis on a réussi à l'Université Laval à faire d'abord créer l'UGAQ, l'Union Générale des Étudiants Africains. C'était une magnifique association. Et nous avons fait le premier congrès qui a duré 7 jours, avec très peu de moyens. Si c'est maintenant, c'est des centaines de milliers de dollars. On n'avait pas un sou dans les poches, mais on avait les locaux de l'université, et on a invité des gens pour parler de la remontée, de la libération de l'Afrique. Donc c'était un honneur d'expliquer ça aux gens. Voici l'Afrique se relève, l'Afrique se défend, l'Afrique commence à avoir son indépendance. Donc on était fous de joie de voir pays après pays avoir cette indépendance. Et on a fait ça donc non seulement par solidarité, mais nous-mêmes par prise de conscience que c'est pas mal parti, comme disaient certains, les Fernand Dumont et consorts, l'Afrique est mal partie. L'Afrique, elle est mal partie parce qu'ils ont voulu qu'elle parte mal. On ne nous a pas laissé tranquille. On a voulu démontrer ça, qu'on a des cerveaux, qu'on a des intellectuels, qu'on a de grands leaders en Afrique qui peuvent non seulement diriger les pays, mais donner des grandes orientations. Le continent, donner de grandes orientations pour le continent. L'Algérie en tête, puisqu'elle a fait une révolution de 7 ans et elle a subi une colonisation de 132 ans. Donc on était un peu l'exemple de cette endurance face à l'adversité jusqu'à l'indépendance, en ayant perdu 1,5 million de martyrs sur les sols dans les montagnes. Et tout ça était bien pris, c'est-à-dire la société venait, ce n'était pas uniquement les intellectuels et les universitaires, mais il y avait aussi les gens de la ville qui venaient nous écouter, qui venaient participer. Évidemment. Tout ça pour dire que votre intégration, elle était bonne, alors une très très bonne intégration. Oui. Et vous avez mentionné tout ce qui s'est passé par le passé, et dont vous avez mentionné l'apport de... Vous n'êtes pas en train de critiquer le journalisme ou alors les médias d'avoir fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire donner des messages et des nouvelles, non? Oui, ils ont donné des nouvelles, mais il y avait une grande distorsion. Tout le temps. Moi, je l'ai dit, c'est juste ces dernières années. Pour moi, moi je ne suis pas un spécialiste des médias, mais c'est un observateur. C'est juste ces 10 dernières années où je constate que, enfin je donne la leçon à personne, que les médias font œuvre bonne en termes même pédagogiques pour expliquer les grands enjeux à l'échelle mondiale, alors qu'avant c'était des flashs, c'était des titres, et des partis pris. C'est-à-dire les journalistes, c'est comme si ils disaient voici ce qui se passe, et puis c'est comme nous, on est comme ça. Donc ça nous poussait toujours dans une défensive. Et on devait toujours montrer, par exemple, ce qui se passait avec Idi Amin Dada. Ah, regardez les Africains, regardez qu'est-ce qu'il fait, il tue les gens, et puis il mange même les gens. Et vous venez dans un pays. Oui, mais calmez-vous, qui vous donne cette... Donc on était en défensive parce que ça nous choquait. Mais en même temps, la presse ne nous aidait pas. La presse prenait des flashs, puis mettait ça sur des journaux. Dans le temps, c'était surtout... juste de la presse écrite, c'était juste de l'audio, il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Pas beaucoup, pas du tout. Il y avait uniquement la presse écrite et la radio. Ceci peut expliquer cela. On va rester dans votre intégration. Quel était votre premier choc quand vous êtes arrivé au Canada?
Oh là là, moi, je n'ai pas été choqué. Ah ouais? Non, je n'ai pas été choqué. Pas rien. Mais pas du tout. J'étais comme un poisson dans l'eau. Je pense qu'on était tellement formatés, excuse l'expression, c'est pas, on nous a pas lavé le cerveau, mais on était tellement d'aller rencontrer les gens et quand on est arrivé, on n'était pas déçus. Ok. Ben, Quand tu es arrivé, contrairement à beaucoup de personnes que nous avons reçues. voilà, c'est-à-dire que les gens étaient, les gens absorbés, les gens qui nous recevaient. Il n'y avait pas cette qui êtes-vous. C'est la presse, quand elle disait quelque chose, après ça a changé, mais tout de suite, les gens, vous venez d'où? Puis on racontait les choses et les gens étaient très très attentifs parce que vous voyez comment on parle, vous et moi, on a le bagou, on parle, puis on explique ce que c'est que l'Afrique, ce que c'est que l'Afrique du Nord, le monde musulman, le monde arabe, le monde très bien reçu, très bien reçu. Qu'est-ce qui a changé donc? C'est des amalgames. Ok. Les amalgames. Les amalgames. Quand il y a du mauvais qui se passe ailleurs, on dit ah oui mais vous venez de cette partie du monde. Donc vous êtes comme eux. Donc tout de suite, on a beau expliquer, mais c'est très difficile de courir parce qu'on n'avait pas le bout du bâton des médias. On avait juste notre parole. Si on ne nous questionnait pas, on ne pouvait pas porter notre message à la population si les médias ne nous passaient pas le micro. Le micro. Ouais. Donc vous êtes bien arrivé, l'intégration était bonne, l'accueil était bien. Et vous avez quand même passé une trentaine d'années en foresterie. Je pense que vous étiez en foresterie, développement durable et énergie renouvelable. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de ces années professionnelles, en quelques mots? En quelques mots, j'étais beaucoup plus porté vers l'international. Okay. C'est-à-dire les acquis... Vous avez fait briller le Québec un peu partout. Oui, en dehors du Québec. Mais ce sont les acquis à Québec que j'ai eus de la part de ma formation en foresterie, puis dans d'autres petits certificats ici et là, que j'ai pu, et c'était un grand plaisir, un grand devoir, d'aller donner à mon continent ce que mon continent m'a donné quand j'étais jeune. Et je le faisais de bon cœur. Et toujours est-il, d'ailleurs, vous connaissez bien mes amis, les Kouo, les Sylvie Bonfils, les Jean-Pierre Ndoutoum, tout ce beau monde, on était toujours sur le terrain pour faire des projets de terrain et non pas uniquement, on ne tchatchait pas. Nous, c'est les projets de terrain qu'on a fait dans nos pays. Fait plusieurs pays. Hein. Toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, jusqu'à l'Afrique de l'Est, plus l'Asie du Sud-Est. On était là et on démontrait qu'on peut être solidaire et on peut, avec très peu de financement, faire des projets qui font du bien à la société. À la société, mais laquelle? Les plus démunis, toujours. Parce que c'est eux qui sont toujours en perte de vitesse. On ne les regarde pas. Mais quand on venait avec des projets... Mais ça, c'était toujours en foresterie, hein? Non, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'hydroélectricité, dans le domaine du photovoltaïque et dans le domaine des stratégies, naturellement, de développement durable. Mais la foresterie a été mon premier biberon. Hein. Emmanuel Zemeka, qui est devenu le grand patron des bois tropicaux mondial, qui est un Camerounais, que je salue s'il m'écoute un beau jour. Donc, autant il y avait vraiment c'était de grands spécialistes, mais malheureusement, dans le domaine de la foresterie, on a fait beaucoup de choses, mais beaucoup de choses nous ont échappé parce que ça aussi, ça rentre dans la problématique des extractions des ressources naturelles qui, quand elles sont faites par des gens qui n'ont aucune pitié ou plutôt aucun sens du développement durable, ils lapidaient nos richesses et très peu restaient sur place pour les populations, malheureusement. Malheureusement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne la retraite? Est-ce que vous envisagez, vous la vivez comme vous l'aviez envisagé? Comment ça se passe votre retraite actuellement? Sincèrement, j'ai pas fait beaucoup de calculs, il faut le dire franchement. Hein. Quand j'ai pris ma retraite, quand on m'a dit que au regard de votre contrat, etc., on ne peut pas vous garder plus que ça, je suis sorti, donc fini les contrats, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler. Il y a mille et une façons de travailler. Ce n'est pas travailler uniquement pour avoir de l'argent, c'est nécessaire pour vivre. Il ne faut pas être... Je ne suis pas né, je ne sais pas moi. Mais il y a beaucoup de choses sans argent qu'on peut faire pour rendre service à la population. Et donc, mon Dieu, il y a tellement de choses que moi, je n'ai pas chômé. Ma femme, elle me dit, quand tu étais
Au travail, ou à l'université. Que maintenant. Oui, elle dit, c'était précis, on sait ce que tu fais. Mais maintenant, tu es dans mille et une choses, etc. Ben, j'ai dit, c'est tant mieux. Probablement que je n'ai pas assez donné par rapport à ce que j'ai reçu. Je donne. Et puis, je suis très content de donner. Et est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'enjeux pour les retraités? Y a-t-il une différence selon vous entre les retraités venus d'ailleurs, qui sont prêts à la retraite ici? C'est toujours la difficulté. On reste toujours des minorités visibles. Okay. C'est toujours nous on est une minorité et c'est normal dans tous les pays, puisqu'on est une minorité. C'est à nous de faire l'effort pour convaincre la majorité qu'on est utile. Okay. Et quand on arrive à convaincre qu'on est utile, les portes s'ouvrent, les sourires arrivent, les gens reconnaissent. Mais si on se braque et on dit « Regardez, j'ai tellement de compétences, puis ils ne veulent pas de moi », non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut y aller. Jusqu'au jour où cette question de minorité disparaît. Est-ce que je suis utopique? Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va disparaître. Une distance, ce n'est pas du tout une discrimination. Ce n'est pas une discrimination. C'est une lutte de tous les jours parce que s'il y a une minorité dans mon pays, elle aurait subi la même situation. Non, il faut être juste, il faut être juste. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des injustices, qu'il n'y a pas d'injustice. Il y a des injustices. Okay. Quand quelqu'un de ma religion ou quelqu'un de mon continent africain demande à louer un appartement et il a toutes les justificatifs et quand il se présente, la personne est surprise de le voir. Mon Dieu, il est basané, ou hop, il est noir, hop, tout de suite. Et puis il trouve un prétexte que c'est loué, etc. Et je ne parle pas à travers mon chapeau, c'est arrivé que c'est ça. C'est arrivé même l'expérience des journalistes qui ont envoyé des demandes avec le nom de Jean, et quand le bonhomme se présente, il s'appelle Abdallah, il est recalé. Est-ce que c'est beaucoup de cas? Mais il suffit de 2 ou 3 cas, et ça tombe dans les oreilles des gens qui n'aiment pas les autres, et puis certains d'entre nous sont pénalisés. Mais il ne faut pas rester dans l'aigreur. Selon vous, quels sont les vrais enjeux vraiment que les retraités rencontrent aujourd'hui? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas de difficulté. Il faut que les gens, si vous allez dans 20 ans, vous allez avoir mon âge peut-être. Absolument, mettons ça, oui. Vous allez voir. Vous allez toujours avoir ce goût de travailler, pas travailler pour avoir l'argent, de travailler, de rendre service. Et c'est un goût très agréable, parce qu'on sent qu'il n'y a pas une attache, il n'y a pas de directive. Ah, vous allez faire ça parce qu'il faut répondre à tel objectif, telle stratégie, telle analyse. Non, vous le faites parce que vous savez que vous avez une vaste expérience, et cette expérience, vous ne la laissez pas dans votre tiroir parce que vous avez terminé de travailler, mais au contraire, vous allez la donner à votre entourage, aux gens qui sont derrière vous. Et ça va vous soulager le jour où des gens vont vous donner des coups de bâton sur la tête. Croyez-vous qu'il y ait plus des migrants retraités aujourd'hui ici à Québec, de votre regard panoramique? Je pense qu'il y en a, mais ça, je ne sais pas comment faire pour les appâter, pour leur dire. Peut-être que les aînés immigrants actuellement, ils se complaisent, ils sont contents dans ce qu'ils ont, ils sont chez eux, ils ont travaillé dur. C'est pas facile d'être des activistes dans le domaine du vivre ensemble. C'est dur, il faut travailler. Peut-être qu'ils se disent, moi je ne travaille pas. Et c'est correct. Il a travaillé très dur, il a fait un petit truc pour pouvoir vivre décemment. Il veut se reposer, il se repose. Moi non. J'ai des choses encore à donner, je vais les donner jusqu'à ce que les gens soient tannés, mais je vais le sentir, nous les Algériens on a un nif, on le sent, jusqu'au jour où on va sentir qu'on ne veut plus de nous, on se retire. Non mais c'est fini les affaires de prendre le siège, puis de s'asseoir, puis de dire je suis un roi. Non, le jour où il faut décoller pour laisser la place à d'autres. Pour le moment c'est pas le temps. Non, c'est pas le temps. Je prie Allah Ta'ala. Combien d'années vous croyez pouvoir aller comme ça, là, à ce rythme-là? À ce rythme-là? Combien d'années encore? Qui connaît le nombre d'années qui lui reste? Je sais qu'il ne restera pas le double, parce que, mais Dieu, nous on est des croyants. Vous savez, même si vous reste une année et que vous allez faire des choses dans une année, ça peut compenser pour 30 années à venir. Ça dépend qu'est-ce que vous allez faire. Ça dépend qu'est-ce que vous allez faire. Et justement, parlant de qu'est-ce que vous allez faire, on sait tout ce que vous faites
tous les jours pour le vivre ensemble, on ne saurait continuer sans parler de ces actions qui parfois sont mal interprétées et qui vous mettent peut-être en porte-à-faux et qui font des choux gras des médias. Et quand je parle de cela, je parle bien sûr tout dernièrement, on sait que vous êtes cofondateur du Centre culturel islamique de Québec. Et par rapport à ça, on se rappelle le 29 janvier 2017, bien sûr la tuerie ignoble et innommable qui s'est passée ici à la mosquée. Ça fait quelques jours, déjà presque 3 semaines, où il y avait la commémoration et à l'occasion de cette commémoration, vous avez pris la parole. Vous avez tenu un discours qui, pour certains, est critiquable. Et si je veux rapidement prendre une petite phrase, c'est la phrase où vous disiez à la vice-première ministre que le Premier ministre aurait dû être là parce que, bon, il ne devrait pas avoir peur de vous. Et aujourd'hui, dans les médias, c'est houleux. Ça. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que vous regrettez cette parole-là? Non, mais je vais vous dire, je ne regrette rien. Je trouve que les donneurs d'opinion sont très nombreux quand on vous en parle. On dit chez nous, même, c'est un dicton qui n'appartient pas à nous. On dit quand vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage. On nous encense quand ça fait leur affaire, mais quand on dit des choses, mais je l'ai dit en boutade en plus. Oh, oui. Parce que dans des situations, et c'est nos traditions en Afrique, dans des situations de malheur, on se retrouve après, ensemble. Pourquoi on mange ensemble quand on se retrouve? C'est pour un peu décompresser. C'est pour se rappeler, c'est vrai, les morts qui sont partis, si c'est un grand-père ou une tante ou un frère, on se réunit. Donc, dans cette occasion, on s'est réunis pour se rappeler cette tragédie, se rappeler les 6 disparus, nos frères, se rappeler le blessé Ayman, se rappeler beaucoup de choses. Mais en même temps, il faut casser la glace, décompresser la chose pour que les gens sentent que la vie est aussi légère. Elle n'est pas que... J'ai dit, il ne faut pas faire toujours la baboune. Donc, quand j'ai dit, Madame la vice-première ministre, sincèrement, j'aimerais ça que vous le dites à Monsieur le Premier ministre, vous aurez dû être avec nous, n'ayez pas peur de nous. Mais je l'ai dit avec le sourire. Et elle a souri. Si seulement elle a été choquée, j'aurais dit, ah, quelle ineptie, qu'est-ce que j'ai dit? Mais n'empêche, puisque ces paroles ont sonné autrement dans la tête d'une certaine intelligentsia, pas forcément de la population, pas de toute la population, eh bien, ils m'en ont bastonné à l'émission Les Mordus. J'étais au milieu d'un trio d'inquisition. Hein. J'ai dit Torquemada, ça. Torquemada mourrait tellement il serait impuissant devant les 3. Donc, au lieu de regarder la chose, etc., ils m'ont traité de tous les noms pour dire qu'il a été insolent envers notre première ministre, notre vice-première ministre. Leur vice-première ministre, c'est pas mal. Ah bon? Parce que moi, je suis sur la marge. Donc, ça m'a vraiment tellement attristé que je n'ai pas voulu contrer. Et la même chose, c'est parti dans l'autre ATVA aussi, une autre émission. Donc, l'intelligentsia a joué le jeu populiste pour animer le feu. Et moi, même avant d'écouter cette émission, c'est très important que je l'ai dit, vous allez couper ce que vous voulez dans cette... Avant même que je les entende dans cette... Moi, le lendemain même, quand j'ai commencé à sentir que les choses ont mal tourné, j'ai écrit, Madame la vice-première ministre. J'ai écrit. Avez-vous eu des retours, que ce soit de la vice-première ministre? Je vais vous donner le scoop. J'ai écrit à Madame la vice-première ministre. Et je lui ai dit, sincèrement, je l'ai dit en boutade. Et même si on écoute la phrase qui est venue après, j'ai dit, on l'aime bien, notre Premier ministre, il est en train de faire de belles choses. Alors dites-le lui. Donc moi, je ne déteste pas tous nos politiciens comme ça, gratuitement. Et je lui ai écrit, je dis, mais si vous avez senti que j'ai été insolent à votre égard, tout de suite, je vous présente mes excuses, ce n'était pas mon intention. Veuillez agréer, Madame la vice-première ministre, ma haute considération. Et ensuite, quand je me suis présenté à Tout le monde en parle, il m'a sorti la même question. Il m'a dit, ah, vous savez, les gens ont trouvé que... Et je l'ai dit encore. J'ai fait ça avec une boutade, mais dans ces circonstances, on dirait qu'ici, il ne faut pas faire de boutade. Et pourtant, les gens en rient. Ils ont applaudi parce qu'ils en rient. Mais puisque c'est ainsi que vous revenez avec cette question,
encore une fois, je profite de votre plateforme et je dis à Madame la Première ministre, je me suis retourné comme ça vers Madame la Vice-Première ministre, je vous présente encore une fois mes excuses si tel est le cas que vous avez senti que j'ai été insolent envers vous. Je n'ai pas dit vous offenser, elle n'a pas besoin de l'offenser. Et là, 2 jours après, c'est Madame Bombardier qui sort encore un pamphlet. Ce monsieur, il se prend pour qui? Il a insulté notre... Et puis il s'est excusé, et puis elle termine. Qui s'excuse s'accuse. Alors le scoop que je vous donne. Aujourd'hui, Madame la vice-première ministre du Québec m'a écrit. Elle me dit, Monsieur Ben Abdallah, je n'ai senti aucune offense et aucune insulte. Et trouve que vous faites du bon travail et je vous remercie. J'étais chez vous et les gens étaient contents de me voir et j'étais très contente de les voir. Point, je vous souhaite bonne continuation. Je l'ai dit à personne, en dehors de ma famille, vous avez le scoop. Ça signifie quoi? Ça signifie la noblesse du monde politique parfois. On pense toujours que c'est mauvais le politique. Mais il y a des gens qui pour calmer, parce qu'elle aurait pu ne pas me répondre, c'est une vice-première ministre. Absolument. C'est comme pour M. Legault, j'ai dit, c'est un premier ministre, s'il n'est pas venu, probablement qu'il a des priorités, je l'ai dit. Il y a des priorités, il y a des engagements, il ne peut pas, je le comprends. Mais la première phase disait, il aurait dû venir. Donc ils ont écouté juste la première partie, la deuxième. Donc Madame la vice-première ministre m'a écrit, puis elle m'a dit, Monsieur Ben Abdallah, voici, je vous en remercie et je vous souhaite bonne continuation, ou quelque chose comme ça, bonne continuation. Mais enfin, c'est une, même si c'est 2 phrases, mais 2 phrases dans le temps du vice-première ministre, c'est que quand même, c'est du temps qu'elle a pris pour, d'abord, me calmer, parce que moi j'ai été malheureux de ça, que les gens répètent ça, et deuxièmement, c'est une vice-première ministre qui doit dire quelque chose à la population qui doit l'entendre, pour calmer les jeux. Elle a été à la hauteur. Merci beaucoup pour le scoop. Je suis content que au moins une réponse soit venue pour essayer d'apporter un peu plus de lumière dans tout ce flou-là. Et j'aimerais, au nom bien sûr de tous nos téléspectateurs, vous demander, on sait qu'après la tuerie de la mosquée, on a réaménagé les murs, les bétons, on a réaménagé tout, mais est-ce que le cœur des personnes, comment ça va? Autant pendant l'année, ça se calme, les gens ont repris le train-train, les familles commencent à s'occuper de leurs enfants, difficilement, mais quand même, la vie a repris. Et c'est quand le moment de la commémoration vient et qu'on se rappelle. Imagine, juste nous, on se rappelle de nos frères, on avait la chair de poule de dire, quand je le voyais, il était là, puis il faisait telle blague, ou il discutait, on se saluait, lui quand on le voyait. Et puis ils ne sont pas là, ils sont morts d'une mort violente. Alors imaginez l'épouse de cette personne, imaginez les enfants de cette personne, qui le matin se lèvent et qui dit à leur maman, aujourd'hui j'aurais aimé voir papa, pour qu'il soit content de moi. J'ai eu une bonne note. J'ai eu 95% en mathématiques. J'ai joué au basket, puis j'ai scoré 18 buts. Mais il n'est pas là, le papa. Il n'est pas là. Alors ça, quand ça vient, ces moments, ce sont des moments déchirants. Et dans toutes les tueries qui se passent, il y a toujours ces gens qui sont perdants et qui ne peuvent jamais oublier. Jamais oublier. C'est difficile. La controverse avec Madame Amira Egawabi. Alors, on sait qu'elle a été nommée par le fédéral responsable du bureau contre l'islamophobie et le racisme. Quelle est votre analyse de l'islamophobie d'hier à aujourd'hui et quel est votre point de vue sur cette controverse-là? Alors, sur le premier volet, l'islamophobie, elle est toujours là. La preuve, c'est que s'il n'y avait pas d'islamophobie, la société ne perdrait pas 6 personnalités, 6 parents, 6 intellectuels, 6 ingénieurs, 6... ils sont dans tous les domaines, ils rendent service à la population. Si ce n'était pas l'islamophobie, ce tueur qui a fait tout le calcul ne serait pas rentré dans une
maison sacrée qui s'appelle la mosquée, Mhm. où les gens ne sont là que pour prier et se rencontrer et sourire, se raconter les choses. Si ce n'était pas l'islamophobie, on n'aurait pas vu encore une fois le grand témoin de cette tragédie qui s'appelle M. Ayman Derbali, qui dans sa chaise roulante, qui ne sent pas son corps à partir du sternum jusqu'en bas, il ne sent rien, il ne peut même pas, il ne sait même pas tousser, il ne sait même pas tousser. Et quelques jours avant la commémoration, il a subi 3 opérations graves d'hémorragie interne qu'il ne sent pas parce qu'il ne sent rien. Et il est vivant sur sa chaise. Et qui a des enfants avec lesquels il jouait et qui grandissaient. Et maintenant, quand il rentre sur sa chaise roulante, il ne peut lever qu'une seule main pour peut-être aider son fils à faire qu'un calcul mathématique, quelque chose. Si ce n'est pas ça, la rage contre les musulmans, du fait d'un amalgame depuis presque 20 ans maintenant, des amalgames, peut-être qu'on n'aurait pas parlé d'islamophobie ici, mais l'islamophobie, elle est là. Mais n'empêche qu'il faut être juste aussi, ne pas dire que l'islamophobie, elle est intrinsèque à la population québécoise. Non. La majorité qui sont venus nous voir, qui nous ont écrit, qui ont entouré les familles, on ne va pas rejeter tout ça. La population dans son ensemble n'est pas islamophobe. Mais il y a toujours une graine qui parle plus fort, qui fait plus de bruit et qui fait des gestes graves. C'est celle-là. Si le Bouddha a été créé, c'est pas pour corriger, donner des leçons à la population, au peuple québécois. Non, c'est pas pour donner une leçon. C'est pour surveiller, voir cette minorité qui a toujours cette intention dans la tête de ne pas aimer l'autre à cause de sa religion qui s'appelle l'islam, d'essayer de voir comment corriger. D'abord, il faut faire de la veille, voir qu'est-ce qui se passe, comment ça augmente, ça diminue. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, faire des recommandations à qui a engagé notre sœur Amira pour qu'elle puisse, pour que le gouvernement puisse mettre en place des programmes. Et les programmes, c'est quoi? Tout simplement les programmes du vivre ensemble. Pour qu'on se connaisse, on s'entreconnaisse, on connaît nos cultures. On est venu ici, on n'était pas des moins que rien, on est porteurs d'une civilisation, vous et moi, qui vient s'ajouter à la culture, s'ajoute à la culture actuellement. Le monde est comme ça. La pureté de race n'existe pas. Au contraire, c'est dans le mélange qu'on fortifie. Et on le dit génétiquement parlant. C'est dans le mélange des races qu'on fortifie la race. Donc c'est les cultures, etc. Elle a cette obligation de le dire. Maintenant, sur l'autre volet qui est sa diatribe, quelqu'un qui se fait nommer, vous savez qu'il y a eu, je pense, 80 candidats qui ont... Mais moi, je n'ai pas déposé ma candidature. Ça, je peux vous assurer que je ne l'ai pas posé. Parce que... Vous ne vouliez pas? Non, je ne le voulais pas. D'abord, c'est loin. D'abord, c'est pesant. Encore faire du temps plein, du 8 à 5. Ce n'est plus maintenant la liberté de faire ce que je veux. Vous m'invitez, je viens tout de suite. Non, non. Donc, il y avait d'autres. Et j'ai signé des appuis à d'autres qui ont voulu déposer leur candidature avec plaisir. Donc, mais ces gens doivent surveiller leurs arrières et se dire, si j'ai fait des choses et j'ai dit des choses contre un peuple, comment je peux corriger ça? Donc, elle a vu des choses. Et nous sommes dans un pays où les mécanismes pour essayer de voir le trait de caractère de l'individu qui va avoir un poste sont énormes. Il suffit d'appuyer sur un bouton, puis vous avez votre CV depuis 1969. Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? C'est très fort, ça. Et la même chose, s'ajoutant à ça, on va vous sortir pour vous démolir les choses. Donc, il faut être prêt à ça. Mais ce qu'elle avait dit, c'était impossible à soutenir par un peuple qui s'appelle le peuple québécois, qui est toujours dans cette situation d'antagonisme entre le monde anglophone et le monde francophone. C'est une histoire qui ne date pas d'hier. Le contentieux qui est venu s'ajouter aussi avec le religieux est énorme. Donc, elle a été prise dans cet engrenage. Antagonisme entre d'abord des personnalités aussi, M. Legault et M. Trudeau. Mais cet antagonisme, il est mu par tout un contentieux historique entre les deux peuples, les deux solitudes. Alors, quand ces deux solitudes veulent se taper, n'importe quelle occasion est bonne. Cette fois-ci,
l'occasion était bonne. Elle a payé les frais, mais c'était un peu de sa faute, parce qu'elle avait dit des choses sur un peuple. Et là, je vais vous amener sur un sujet. Nous n'avons plus le choix, nous qui sommes ici, que de relire ce que c'est que l'histoire du Québec. Pourquoi on est indifférent? Si je suis un Québécois et je me targue de dire maintenant je suis un Québécois, ben je dois connaître mon histoire. Et mon histoire, si j'y ai pas participé, je dois la savoir. Pourquoi le Québec est dans cette situation toujours d'antagonie? Il faut qu'on l'apprenne. Pour que quand un Québécois pur laine, ancien, moi je suis nouveau, dit des choses, avant de le combattre, lui, tu as dit contre nous, etc., tu comprendrais pourquoi il est arrivé jusque-là. Donc quand on voit le Québécois qui n'aime pas que, de nouveau, une partie des immigrants tiennent à leur religion, ben parce qu'ils ont subi les arts de la religion catholique. Ils ont subi les conséquences. Donc il faut savoir que ce n'est pas innocent quand ils disent eh ben nous on a mis dehors pendant la Révolution tranquille l'hégémonie de l'Église, et puis vous venez avec votre religion, et puis vous voulez qu'on vous étale le tapis. Donc c'est difficile, il faut les comprendre, mais en même temps leur expliquer que c'est pas la même chose. C'est un jumelage. Nous, si on est là, on est pour une laïcité ouverte qui donne la chance à toutes les religions d'être pratiquées, mais avec la différence suivante qu'aucune religion n'a le droit de dicter ses prérogatives aux politiques, à l'État. Alors qu'avant, la religion dictait ses prérogatives à l'État, parce qu'elle était accoquinée avec le monde de l'argent, etc., etc. Donc il faut qu'on comprenne ça. Donc si elle n'avait pas ça dans son cœur, et qu'elle a dit des choses pour dire « je vomis sur », elle n'aurait jamais dû dire ça. À sa place, vous démissionnerez ou pas? Je ne réponds pas à cette question, parce que si je réponds à cette question, je réponds à la question de ma femme. Mais moi, j'ai dit, elle s'est excusée. Mais ça, c'est notre penchant africain, mon cher Florent. Quelqu'un qui fait une faute chez nous et qui s'est excusé. On fait une fête après. Ah, il s'est excusé, puis il devient de la partie, puis il devient comme avant. Allez, on lui donne la chance de continuer, puis, mais on garde à l'œil. Moi, je l'ai dit dans la présentation que tout le monde en parle, j'ai dit on le watch. C'est-à-dire, maintenant qu'on a accepté tes excuses, on t'a donné une deuxième chance pour continuer, il faut que tu livres la marchandise. Si tu ne livres pas la marchandise, tout le village va être contre toi. Tu le sais bien. Ça, je ne le sais pas. Vous le savez bien, excuse-moi. Vous le savez bien. Tout le village va être contre vous parce que le village, il vous a porté. Malgré les bêtises que vous avez dit, il a dit non, et il va continuer. Donc, c'est ce que j'ai dit, et c'est ce qui n'a pas été accepté par les Québécois. Parce que j'ai dit, donnons la chance. Et ce que j'ai dit, qu'elle a vomi même sur nous en tant que nouveaux Québécois, les gens de mon milieu m'ont bastonné. Comment tu lui dis qu'elle a vomi sur... Elle n'a pas vomi sur toi. Ben, oui, elle a vomi sur nous. La preuve, on est en train de subir les conséquences. Pendant les 5 dernières années, on a travaillé très fort. Il a suffi de cette situation pour voir que les choses étaient en train de s'écrouler. C'est pour ça que j'ai pris la parole pour un peu remettre les choses. Ne croyez-vous pas qu'il pourrait faire un petit parallèle avec le cas de l'ex-ministre de l'Immigration, M. Jean Boulet, qui a fait une petite erreur et il a payé les frais. Il a fait une grave erreur. Regardez, et parfois, c'est vrai, les gens de mon pays parfois peuvent me taper sur la tête et ils ont raison. Mais je n'ai pas eu le temps pour le dire, parce que quand vous venez devant... Là, on a le temps, vous me donnez le temps et je vous en remercie. Mais quand c'était à l'émission de Tout le monde en parle, à l'émission Tout le monde en parle, ben, il a des questions précises et il n'a pas un temps fou. Ce n'est pas une conférence au sommet. Donc il faut être très court. Et je n'ai pas eu la chance de trouver un moment, parce qu'il faut que ça soit introduit dans un bon moment. Dans un moment où je dirais, et puis d'un autre côté, c'est tant mieux.
on ne va pas encore blesser. On va pas encore... Mais les gens ont compris. Le Premier ministre l'a désavoué. Absolument. Hein? Il se présente, le ministre, il dit, j'ai dit des bêtises sur les immigrants, parce qu'il a dit que les immigrants vont à Montréal, et puis ils sont feignants, ils ne travaillent pas bien, puis ils n'épousent pas nos valeurs. C'était une grave erreur. Mais ici, il l'a excusé, il l'a ôté de son poste, mais il l'a donné un autre poste. Et pourtant, on ne s'est pas levé. Mais c'est dommage, je n'ai pas pu le dire. Pour terminer, au niveau des communautés, ensuite on va entrer dans la ligne finale. À votre avis, quels sont les enjeux que rencontrent les communautés, les plus gros enjeux que rencontrent les communautés, et comment est-ce qu'ils pourraient parer à ça, en quelques mots? On est dans le domaine de... Il faut vider le sac du racisme systémique. Il est là, il est clair, c'est tous les jours que ça se passe. Et si on veut le vider, c'est pas par esprit vindicatif, ce que les politiciens pensent qu'on est juste accroché. Non, vidons un abcès qui est là, vidons-le. Et une fois qu'il est vidé, on va voir les choses, parce qu'il faut réajuster tout ce qui a été écrit, parfois même dans les compagnies. Ça n'a pas été fait exprès contre vous et contre moi, mais la façon dont ça a été fait porte préjudice, parce qu'il est systémique, il est en dessous. Donc tout ça, on va s'asseoir, on va vider les choses. Ça ne se fait pas en criant ciseaux. Vous qui sont en train de le vider? Ben non, parce qu'ils refusent les discussions. C'est nous qui sommes en train de pousser, dans certains cas, pour le vider, pour montrer, pour faire des démonstrations. Or, il ne faut pas faire des démonstrations pièce par pièce. Il faut que ça soit un peu plus systématique. Mais est-ce que les états généraux sur le racisme systémique. Allez, une semaine, on vit tout. 3 jours, on vit tout. Est-ce que entre les différentes communautés culturelles, là, comment les relations, est-ce que vous croyez que c'est vraiment aussi clair, aussi transparent, aussi léger? Non, c'est pas léger, mais toutes les associations sont de cet avis. Elles en ont marre d'attendre, puis d'entendre uniquement les gens dire on n'est pas raciste. Mais on n'a pas dit qu'on est raciste, que vous êtes raciste. On a dit que c'est systémique dans le système. C'est le système qu'il faut épurer. De l'eau, si vous voulez boire d'une eau, il faut la filtrer, il faut la... c'est ça ce qu'on dit, et ce n'est pas votre faute. Ma question est surtout entre les relations entre différentes communautés. La communauté maghrébine, la communauté africaine, camerounaise, togolaise, congolaise. Est-ce que vous croyez que les relations sont quand même correctes? Parce que là, on regarde plus le problème systémique. Oui, il est là. Mais est-ce qu'entre les communautés, vous croyez que ça va? C'est-à-dire que je ne dis pas que ça ne va pas. Je dis que c'est pas les vases ne sont pas communicants. Okay. Je pense qu'on a un effort à faire pour que nos associations, notamment africaines et peut-être du Moyen-Orient, puis des Européennes, puissent de temps en temps se retrouver autour d'une même table pour manger ensemble, pour prendre un thé ensemble, pour faire des choses ensemble. Il ne faut jamais commencer vite. Il faut qu'il y ait des gens de bonne volonté, 1 ou 2 associations qui ont une bonne volonté pour faire ça. Et c'est un peu mon rôle aussi dans ça. Je suis nommé avec d'autres, une dizaine de personnes, dans la commission de la ville pour une ville inclusive. C'est ça notre rôle. D'aller dire au maire, voici, il y a des associations qui représentent les provenances. Et c'est des associations qui ont beaucoup de choses à dire et à faire. Allez, on va essayer de trouver des moments pour les regrouper un peu, puis tâter le pouls, en même temps que leur permettre de discuter entre elles et pour la société. Quelle serait votre recommandation à ceux qui souhaitent venir au Québec et pour ceux qui sont aussi déjà là? Qu'ils comprennent ce que c'est que l'histoire du pays. Québec. Mais on ne peut pas, c'est vrai, ils ne peuvent pas attendre 3 ans. Lui, il veut venir vivre, mettre ses enfants à l'école, etc. Mais au moins dans les instances qui s'occupent de l'immigration, de préparer des documents, etc. Et que les personnes doivent lire. Ce n'est pas pour le faire passer un examen, mais qu'ils lisent ce que c'est que le Québec depuis les 60 dernières années. Les difficultés, toutes les difficultés de la langue, etc. Pour qu'ils se préparent, pour qu'ils sachent que s'il arrive qu'on le questionne ou quelqu'un le regarde de travers, etc., probablement qu'il n'aura rien de tout ça. Mais il suffit une fois, ils se sont blessés. Comment ça? Moi, je n'ai rien fait et pourtant, regarde. Non, apprends l'histoire pour que tu saches que si tu vas avoir des situations, tu vas être en mesure d'amortir le choc. Et pour ceux qui sont là?
C'est la même chose. Même chose. Faut C'est la apprendre même l'histoire. chose. Il faut qu'on apprenne. Et quand on apprend l'histoire, c'est ça le droit de reconnaissance. Il suffit de lire l'ouvrage de Paul Ricoeur sur la reconnaissance. Vous allez voir l'immensité de la portée de la reconnaissance. Et si je reconnais l'autre, c'est qu'il me reconnaît. Et s'il me reconnaît, on vient de commencer à avancer main dans la main. Un petit message au gouvernement. Nous sommes dans un pays de paix et de tranquillité. Continuons à travailler pour la paix et la tranquillité, pour nous et pour les générations futures. Pour nous et pour les générations futures. Si vous étiez un animal, monsieur Ben Abdallah, vous seriez quoi? Si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Je serais une moustique. C'est une moustique. Une moustique infinitésimale, mais qui peut rendre du bien, comme une abeille. Vous seriez une abeille. Je butine là et là et là pour donner du bien. Et dans le miel, dans notre tradition, on dit dans le miel, il y a un médicament énorme pour le corps, pour l'esprit et pour la douceur de l'âme. Et si vous étiez un repas, vous serez quoi? Un repas? Un couscous? Un couscous. Oui. Si on vous... Au lieu de dire un thieboudienne, un couscous. Si on vous donne un bâton magique, dès que vous sortez du studio, on vous dit changer quelque chose au Canada, vous changez quoi? Permettre à tous les gens de s'entraîner. De s'entraîner. Oui. Autre mot de fin? Vous regardez? Le mot de fin, je suis très très heureux et honoré de cette rencontre. Et c'est pas uniquement pour parler, mais moi-même, ça m'a fait revivre des moments extraordinaires. Je dis, oh là là, on a cette chance dans notre pays qu'on est en train de construire, de pouvoir dire des choses et de continuer à dire des choses. Et on a tout l'espace pour construire cette paix qui est là. Et qu'il faut juste la consolider pour qu'elle continue à grandir pour le bénéfice de tous. Qu'est-ce qu'on retiendra de vous, si vous n'êtes pas là? Un homme est passé, il a fait un petit quelque chose, souhaitant qu'il y ait d'autres hommes et d'autres femmes. Homme avec une personne est passée, souhaitant qu'il y ait d'autres personnes qui vont continuer le chemin. Merci d'avoir accepté de nous partager vraiment tout ce moment-là. Merci Florent. Et nous vous souhaitons que du bonheur. Merci. Barakallahu fik. Chers web spectateurs, vous avez avec moi compris que M. Ben Abdallah met la paix en avant. Il met le vivre ensemble en avant. Il se bat pour pouvoir trouver le bon milieu entre tout le monde. Nous permettre de tisser un lien dans lequel chacun aura apporté sa part. Comme le disait, bien sûr, pour le citer, M. Tiek Ndiaye, ici à l'autre micro, il ne faut pas choisir, il faut harnacher les chevaux. M. Ben Abdallah, aujourd'hui, une personnalité de la communauté maghrébine, de la communauté algérienne, selon nous, un homme qui prône l'égalité et la justice. Nous allons donc nous quitter sur ces mots, en espérant que cette entrevue puisse vous donner plus d'informations, apporter plus de lumière et vous aider peut-être à avancer. La Voix des aînés, une émission pour les aînés. Si vous êtes un aîné, contactez-nous et venez partager avec nous votre expérience et vos recommandations, vos conseils. Si vous connaissez des aînés, recommandez-les-nous. Quant à nous, nous sommes très heureux et très privilégiés de faire ce que nous faisons. C'était Florent Lial et à très très bientôt avec un prochain aîné.